Bonjour Axel Kahn, vous êtes professeur de médecine, généticien, président de la Ligue nationale contre le cancer, à tous ces titres observateur attentif des questions sanitaires qui nous préoccupent depuis de longs mois maintenant. On l'a appris hier, Emmanuel Macron a été testé positif au Covid-19. Qu'est-ce que ça vous inspire? Tout d'abord qu'il n'y a pas de protection à 100%, même s'il a respecté tous les gestes barrières. Les a-t-il respectés? Ça, je ne le sais pas, honnêtement, je n'ai pas fait d'enquête. Mais voyez, je suis là et j'ai un masque. Cela étant dit, voilà, nous sommes loin, mais... Quand même, hein, parce que moi, je n'aimais pas. Voilà. Ça me protège à peu près à 90%. Mais vous savez, il était, sans doute la contamination s'est faite au Conseil européen. Il était à Bruxelles et la Belgique est massivement contaminée. Le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, c'est la zone avec la Suisse qui est à l'heure actuelle la plus contaminée d'Europe. Et donc on imagine bien que même s'il a respecté les gestes barrières, eh ben, il a pu la choper, et d'ailleurs il l'a chopée. C'est une hypothèse, hein, le Conseil européen. Hein. Oui, mais on n'en sait rien. Hein. C'est ce qui correspond le mieux au point de vue date, donc j'ai aucune certitude. Hein. Non, c'est ça, oui. Mais au point de vue date, c'est ce qui correspond le mieux. C'est gênant quand même que de manière symbolique le président de la République soit touché. C'est quelque chose qui peut affecter le moral. Enfin, on peut se dire, tiens, personne n'étant à l'abri, on n'en sortira jamais. D'un autre côté, ça grandit. Regardez Johnson, regardez Trump, regardez les autres qui l'ont eu. Ouais, Bolsonaro, ils sont extrêmement nombreux. Trump, c'est vrai, vous avez raison. Ouais. Mais ça lui a plutôt fait regagner des points dans les sondages. Je suis quasiment sûr. Il y a énormément de chefs d'État qui l'ont eu, il n'y a aucun problème. Le danger pour lui, bon, il semble en bonne santé, il est encore jeune, il a peu de chances de faire une forme très grave. Cela étant dit, ce qui pourrait être très gênant, c'est s'il faisait ce que l'on appelle une forme longue, les Covid longs. 20% des formes symptomatiques environ font des formes longues qui peuvent comporter une perte durable de l'odorat, du goût, une fatigue extrêmement importante, un essoufflement. Et cela, si malheureusement cela survenait, pourrait le handicaper dans l'exercice de ses fonctions. Longue, ça peut être plusieurs mois, c'est ça, ou plusieurs semaines? Ça peut être vraiment plusieurs mois. Il nous doit, de ce point de vue, à votre avis ou pas, une forme de transparence on sait très bien que depuis la nuit des temps, depuis Mitterrand et d'autres, depuis Pompidou, vous vous rappelez? Oui, le pouvoir et la transparence. Voilà, la transparence, elle est relative dans ce domaine-là. Je ne vais pas vous raconter des sornettes, hein. Non. On a appris, parce que voilà, que mercredi soir à l'Élysée avait eu lieu un dîner avec 12 personnes. Alors, comme le Premier ministre notamment nous a dit et répété qu'au-delà de 6, ça n'était pas raisonnable, c'est gênant quand même, non ? Oui, c'est gênant. Honnêtement, il faut reconnaître que c'est gênant. D'autant plus que les dîners, vu que c'est très 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 difficile de manger et de boire à travers le masque, là pour le coup on enlève le masque. On enlève et donc on prend des risques. Voilà, on prend des risques. Et puis même quand on est à 2 mètres face à face, ils étaient espacés, j'ai vu comme vous. Il n'empêche, si vous voulez, que dès que l'on parle, eh bien évidemment il y a un aérosol potentiellement contaminant qui va vers les autres. C'est pour ça qu'ils doivent les mouiller, les autres. On va s'entendre tous les deux pour souhaiter un prompt rétablissement. Naturellement. Le meilleur possible au président de la République et à ceux qui sont touchés par le Covid. Vraiment, je ne comprends pas ceux qui se répandent sur les réseaux sociaux en accablant de leurs quolibets, de leurs injures. Mais même pour Trump, vraiment, je vais vous faire une confidence, c'était pas ma tasse de thé, Donald Trump, ça n'est toujours pas. Cela étant dit, quand il a été malade, j'ai dit que bien sûr, je suis médecin. Je lui souhaitais un prompt rétablissement. Eh bien, le président de la République française, je lui souhaite un prompt rétablissement. Voilà. Et vous remarquez que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup d'humanité, mais ça, vraiment... Non, ça, il n'y en a pas beaucoup. On le sait depuis un petit moment. De manière plus sérieuse et pas plus sérieuse, mais tout de même inquiétante. J'étais très sérieux, hein. Tout à fait, nous sommes d'accord. Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a fait état hier des chiffres qui ne sont pas bons. Il parle d'une évolution préoccupante concernant la contamination. Vous partagez ce diagnostic? On a des raisons. L'évolution est préoccupante. L'évolution est préoccupante et il n'est pas étonnant que l'évolution soit préoccupante. Ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est qu'il fallait naturellement desserrer la vis pour permettre que l'activité de Noël puisse reprendre. Il en allait de la vie économique, de la survie de professionnels extrêmement estimables. Cela étant dit, on a confiné trop tard, au 1er novembre, et malheureusement, en un mois, on n'a pas eu le temps de baisser assez la circulation virale. Et quand on a desserré la vis, repris notamment les courses, et vous avez vu comme moi qu'il y avait une masse de personnes tout à fait considérable, il était inéluctable à ce niveau-là que malheureusement,
la contamination reprenne. Il n'y a pas de secret. La contamination est directement proportionnelle au flux des gens, aux gens qui déambulent, et même quand ils se protègent, en réalité. Ça diminue beaucoup les contaminations, mais même quand ils se protègent. La circulation des personnes favorise la circulation du virus, donc rouvrir les commerces. C'est pas tellement que ça favorise la circulation du virus, c'est que le virus, il n'a pas de petites ailes, il vole pas. Oui. On se contamine toujours de personne à personne. Oui. Et plus les gens se croisent, et plus il y a de contamination. Donc avoir ouvert les commerces réputés non essentiels, début décembre, n'était peut-être pas... Oh, il fallait le faire. Il fallait le faire. Vous savez, voyez en Allemagne, par exemple. Diriger un pays, c'est toujours essayer de trouver le moyen terme. La meilleure solution, de loin, aurait été de confiner, je dirais, au 15 octobre, de faire, par conséquent, 1 mois et demi de confinement et de déconfiner à un moment donné où il y avait vraiment un taux de circulation très bas, presque aussi bas qu'au mois de mai, que le 11 mai, je crois que c'est là où on a déconfiné. Et à ce moment-là, avec la multiplication des tests, et si on avait réussi véritablement à tester, tracer et isoler, le terme isoler est très important parce que si on teste, si on trace et si on n'isole pas, ça sert strictement à rien. Alors, on aurait pu garder relativement bas la circulation virale. Malheureusement, on a commencé à une circulation virale trop haute pour que ça marche. Selon ce raisonnement, le vôtre, Axel Kahn, les théâtres et les cinémas, vaut mieux pas les ouvrir tout de suite alors. Malheureusement, parce que je suis évidemment extrêmement triste de cela. C'est surtout très triste pour les restaurateurs. On sait quels sont les lieux principaux de contamination. Ça a été rappelé par Arnaud Fontanet récemment. Oui, on va en parler juste une seconde, mais allez-y, oui. Voilà. Manifestement, les cafés, les restaurants sont parmi les lieux de contamination. À l'heure actuelle, la cinétique n'est pas bonne. C'est-à-dire que les gens ne se fassent pas d'illusions. Il faut qu'ils fassent terriblement attention. La cinétique n'est pas bonne. Qu'est-ce que la cinétique, allez-y? La cinétique de l'épidémie. C'est ça. L'épidémie est dans une phase ascendante. D'accord. Voilà. Et donc, cinéma, théâtre, restaurant, il vaut mieux rester prudent. Je ne sais pas s'il vaut mieux, mais je ne crois pas que l'on puisse faire autrement. Arnaud Fontanet, qui est membre du conseil scientifique, vous le citez, a publié une étude, ou a rendu public hier une étude, 25 000 personnes, comment sont-elles contaminées? C'est la famille qui est le premier lieu de contamination. Alors, il y a la famille, ou bien le repas à l'Élysée, mais il y a le repas qui est pris en commun, et c'est tout à fait évident. Alors, la famille, non, en fait. La famille, on va dire, habituelle. La famille nucléaire, les gens sont toujours ensemble, etc., etc., on ne se contamine pas. Mais le repas familial où on invite des copains de l'extérieur, un peu important, un peu élargi, ou bien une famille lointaine qui vient, ça c'est très contaminant. Après il y a les salles de sport, incontestablement, il y a les cafés, il y a les restaurants, ce sont les éléments de la contamination individuelle. Presque un an après le début de l'épidémie, on sait des choses aujourd'hui qui permettent, en tout cas théoriquement, de définir les processus qui peuvent contenir ou ralentir la contamination. Alors, en fait, on a des leçons, mais c'est extrêmement simple et c'est pas révolutionnaire. Je suis désolé. Moi, j'ai pas de médicament miracle. Si je l'avais, je vous le vendrais, mais j'ai pas de médicament miracle. Qu'est-ce qui marche? Vous vendriez. Voilà. Vous donneriez peut-être. Je ne sais pas, mais enfin, on ferait affaire. Oui. Qu'est-ce qui marche? Ce qui marche, c'est la distanciation physique, pour la raison évidente que je vous ai dit. C'est-à-dire que quand un pays qui a une dictature arrive à créer un confinement dictatorial absolu pendant 3 mois et plus, les gens reçoivent leur nourriture avec un panier, comme à Wuhan. Alors, on peut même éradiquer le virus. Mais évidemment, une démocratie ne peut pas faire ça. Aucun pays ne peut réellement faire cela. Autrement, évidemment, à chaque fois que l'on augmente la distanciation physique, la circulation diminue. Mais c'est une saloperie, ce virus. C'est une saloperie. On ne s'en défait pas. Et dès que l'on... Tous les virus sont... Non, c'est pas vrai, parce que... Celui-là, il est particulier. Enfin, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de virus qui donnent un pic épidémique, quelques-uns, et qui foutent le camp. Et moi, je l'espérais. Je ne me suis pas beaucoup trompé dans ma prévision. Je connais bien ce type de processus. Et donc, je ne me suis pas beaucoup trompé dans ma prévision de l'évolution épidémique. Cela étant dit, je pensais qu'on en aurait pour 1 ou 2 ans, et c'est encore possible, et qu'ensuite, on n'en entendrait plus parler, comme la grippe espagnole, comme la grippe de Hong Kong, comme la grippe asiatique, etc. En réalité, aujourd'hui, on a l'impression qu'il pourrait devenir endémique, ce virus. Et c'est la raison pour laquelle
en m'amusant parce que j'avais 24-25 ans en mai 68, j'ai dit en 68, j'ai probablement dit... voilà, probablement. Une seule solution, la révolution. Maintenant, je dis une seule solution, la vaccination. Alors, parlons du vaccin. Juste avant d'en parler, on n'a pas trop investi sur le vaccin et déserté un peu le champ du traitement par le médicament? Non, il y a eu beaucoup de recherches. Mais vous savez, les médicaments contre les virus, c'est très compliqué. On nous a dit que les vaccins aussi, c'était très compliqué. Non, beaucoup moins. Écoutez, si vous m'aviez invité il y a un an, je vous aurais dit, moi, je crois qu'il y aura un vaccin. Plutôt un vaccin qu'un médicament. Avant la fin de l'hiver 2021. Et alors, quel vaccin? Un vaccin révolutionnaire, pour le coup, non? Alors, celui qui arrive en Europe est un vaccin révolutionnaire. Mais le vaccin qui est le plus utilisé aujourd'hui, c'est le vaccin qui est constitué de particules virales inactivées, tuées, qui sont les vaccins chinois, Sinovac et Sinopharm, qui sont utilisés largement aujourd'hui au Brésil, au Venezuela, au Maroc, dans les Émirats arabes unis et massivement en Chine. Sans doute plus de des millions de personnes dont j'ai été vacciné par ce vaccin. C'est une manière de regretter ce que vous Non, je ne regrette pas. De regretter le fait qu'on n'utilise pas ça. Je ne regrette pas parce que le vaccin ARN, c'est une technologie. Voilà, les deux vaccins, le BioNTech et le Moderna. C'est une technologie révolutionnaire qui permet d'aller beaucoup plus vite. Vous voyez qu'on a fait la révolution finalement. Ben voyez, la révolution, c'est la vaccination. Voilà, c'est ça. La synthèse. Formidable. Mais oui, donc c'est pas un vaccin dont il faut se méfier parce que s'il est révolutionnaire, on n'a pas d'antécédents, on n'a pas de profondeur d'utilisation, on n'a pas grand-chose en fait. Vous savez, effectivement, il est mis au point bien plus rapidement que n'importe quel vaccin. Mais ce dont on se rend compte, c'est que la vie des pays ne peut pas sortir de la crise de la Covid sans ça. Ou alors on attend une immunité collective spontanée. On peut calculer le coût. À Paris, par exemple, on en est à 26% de personnes qui sont séropositives, donc qui ont été contaminées. Et vous voyez le nombre de morts. Et donc, pour avoir une immunité collective spontanée, il faudrait accepter encore qu'il y ait 4 fois plus de morts que cela. Bien sûr, ça, c'est pas acceptable. Qui peut accepter ça? Et donc, si on veut l'immunité collective, il faut rajouter à ces 20, en France, c'est 12%, à ces 12% de personnes qui sont déjà immunisées, une immunité vaccinale. Comprenez bien, Jean-Michel Apathy, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. C'est la seule possibilité de s'en tirer. Est-ce qu'il y a des risques? Il n'y a pas le choix, d'accord. Est-ce qu'il y a des risques en utilisant ce N'importe quel vaccin peut comporter des risques. Il faut une pharmacovigilance. Les essais que l'on a eus sur ce vaccin indiquent, en tout, entre le Moderna et le BioNTech, il y a eu 40 000 personnes qui ont été vaccinées, ce n'est pas encore considérable, et il n'y a pas eu d'accident grave. Maintenant, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont commencé d'être vaccinées en Grande-Bretagne, au Canada et aux États-Unis. Il y a eu 3 accidents qui ont été rapportés, 2 accidents allergiques chez des personnes qui étaient allergiques, qui n'auraient pas dû être vaccinées, et en Alaska, une personne qui a fait également une réponse relativement importante. Ça fait partie, c'est un pourcentage qui n'est pas anormal, il faut suivre cela, mais il faut prendre ses responsabilités. Les risques paraissent limités et acceptables. Les risques sont certainement bien inférieurs aux risques de perpétuation de la situation actuelle. Vous allez donner l'exemple vous-même? Moi, oui. J'ai même joint le ministère de la Santé en leur disant, écoutez, je ne vais pas rentrer dans un EHPAD pour me faire vacciner. Mais quand même, j'ai 76 ans, je dirige une très grande association dans le secteur médico-social, je suis prioritaire, si vous voulez bien. Dès que le vaccin est là, je me fais vacciner, évidemment, en public. D'accord. On essaiera d'être là à ce moment-là. Vous avez dit il y a quelques semaines que lors du premier confinement, puisque vous présidez la Ligue nationale contre le cancer, que les personnes victimes du cancer avaient souffert de la priorité qui était donnée dans les hôpitaux aux malades du Covid. Dans ce deuxième confinement, les choses sont passées différemment? Peut-être moins grave, mais aussi grave en PACA, aussi grave en Auvergne-Rhône-Alpes, aussi grave dans les Hauts-de-Seine, moins grave en Île-de-France, parce que pour la deuxième vague, l'Île-de-France a été moins impactée. Globalement, on sait qu'il y aura au minimum 2-3 000, au maximum plus de 10 000 personnes qui mourront du cancer dans les 5 ans qui viennent, qui n'auraient pas dû mourir. Et quand on regarde globalement, on en est à quasiment 60 000 morts en France. Et quand on met tous les retards de soins, les morts que cela engendre, les anomalies psychiques, les anomalies psychiatriques, éventuellement les suicides, l'augmentation de la consommation de cigarettes, l'augmentation de la consommation d'alcool, c'est un désastre.
C'est un désastre. Il faut se rendre compte. C'est pour ça qu'il faut arrêter maintenant. C'est ça. Il faut que chacun soit responsable pour éviter effectivement le désastre. Vous le disiez, vous présidez la Ligue contre le cancer et il faut toujours aider la Ligue. Voilà, la Ligue a été extraordinairement présente, tout le monde l'a vu. Nous, on arrive à faire ce que nous faisons qu'avec la générosité publique. Le mois de décembre, c'est le mois de la générosité publique. Si vous considérez qu'on a bien travaillé, aidez-nous, ligue-cancer.net. Voilà, aidez-nous, faites des dons. Il reste encore quelques jours, c'est la dernière bonne action de l'année qu'il faut faire. Mais quelle bonne action quand même. Mais une bonne action, évidemment, que nous encourageons. Merci Axel Kahn d'avoir accepté c'était un plaisir, l'invitation d'LCI. Et maintenant, je passe la parole à Pascal de la Tour du Pin qui va continuer évidemment à parler du Covid et de Noël, je crois. Mais oui, exactement, Jean-Michel, vous avez raison. Bien sûr, les départs en vacances aujourd'hui, les fêtes de Noël, dans quelles conditions? Nous répondons à toutes vos questions, des questions que vous posez, que nous